Du coup, salut à ceux qui ont regardé cette vidéo. Moi, je suis Hugo du site web Time Booster. Donc, l'idée, c'est que je cherche à vous donner les meilleurs conseils d'organisation pour maîtriser votre temps et pouvoir en profiter pleinement. Et aujourd'hui, je suis super content d'être avec Egon Liberge. Comment tu te sens actuellement? Salut Hugo. Écoute, merci pour l'interview, c'est un plaisir. Je me sens super bien. Je viens de finir une séance de sport, donc la pêche. Alors, quel sport par contre? Parce que tu fais tellement de sports différents de ce que j'ai vu dans, dans tes vidéos que... Ouais, voilà, c'était une petite session à l'arrache. Il me restait 1 heure avant notre interview, Hmm. donc j'ai tapé littéralement un body weight workout, un truc de 30 minutes, juste histoire de break the sweat, comme ils disent en anglais. Je suis un petit coup. Ouais, c'est vrai que ça aide vraiment à se détendre. Moi aussi, le sport, c'est un peu une de mes drogues. Je suis d'accord. Mhm. Écoute, je t'ai préparé au programme donc des questions forcément sur l'organisation et la gestion du temps. Je voudrais qu'on parle de voyage, de business aussi, d'activité professionnelle, de méthode, de mindset aussi, et l'organisation. Et aussi certains de tes outils dont tu as parlé dans certaines de tes vidéos. J'aimerais bien qu'on approfondisse le keeping score, le recueil d'idées, le journaling aussi. Voilà, c'est des Mhm. choses qui peuvent être vraiment très intéressantes pour d'autres personnes qui sont en création de contenu ou pas d'ailleurs. Et avant ça, je t'ai dressé un petit portrait que je vais te lire par rapport à tout ce que je sais sur toi en tant que parapote, référence à la vidéo de Cyrus North. Ok, ok. Euh, Quelle vidéo? De quoi? c'est une vidéo de Cyrus North. Je sais pas si tu connais ce Ouais. créateur. C'est un mec qui faisait des vidéos de philosophie et puis là un peu des sur le développement personnel. Il a fait une vidéo vachement intéressante sur le lien en fait entre un créateur de contenu et son audience, qui fait que moi actuellement j'ai plus l'impression, enfin j'ai l'impression de te connaître, tu vois, de par les heures de contenu que j'ai consommé de toi. Alors que toi, foncièrement, tu me connais pas, tu vois, tu sais pas comment je suis. Donc, c'est cette différence-là, tu vois, c'est comme ça que, enfin, le terme en tout cas qu'il utilise, c'est parapote. Alors, je t'enverrai le lien de la vidéo à la fin, si ça te dit. Avec plaisir. Euh, alors, est-ce que tu connais la chanson L'Aventurier du groupe Indochine? Le type de la chanson, contrairement à ce qu'on entend, qui s'appelle pas Bob Moran, mais bien Egon Liberge. Alors pourquoi ça? C'est d'abord parce que c'est un aventurier au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'après son IUT, il part en Australie avec 2-3 sous en poche et une idée en tête, parcourir le désert à moto. Après, il s'expatrie en Slovaquie et il fait all-in sur la création de contenu et de formation en mode ermite chez sa grand-mère. Et un autre exemple de ça, il accepte un job à Lisbonne et finalement, il se retrouve quelques temps après à vivre avec 300 € par mois et une cadence de forcené. Egon, c'est aussi un aventurier du business. Il a été, notamment entre autres, et là j'ai vraiment besoin d'avoir la liste, YouTubeur bien sûr, infopreneur, freelance copywriter en stratégie, en création de contenu, customer success, serveur et plongeur, monteur vidéo, boucher de nuit, déménageur de villa et même acteur dans un film. D'après ton profil LinkedIn, c'est grâce à ta moustache et ton accent anglais, enfin ton anglais avec un accent franchouillard. Egon, c'est aussi un aventurier de la création. Donc aujourd'hui, sa chaîne YouTube, elle existe depuis 2015. Donc c'est bientôt l'anniversaire des 8 ans de ta chaîne YouTube. Tu as fait près de 664 vidéos, plus de 330 000 vues. C'est énorme et c'est aussi bien des vlogs, des tutos, des vidéos inspirantes ou juste des vidéos ovni, un peu inclassables, je dirais. C'est aussi un podcast Entrepreneur Authentique avec 33 épisodes pour découvrir le réel du quotidien d'un entrepreneur. C'est aussi un nouveau podcast que tu lances, Trace ta route, pour aborder des outils et des habitudes pour être à la fois efficace dans le pro et serein dans le perso. Et enfin, Egon, c'est un aventurier de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, il partage ses visions sans filtre. Il se livre sur ses joies, ses démons, ses réussites, ses échecs, ses objectifs, ses doutes aussi. Il est curieux, il expérimente, il nous partage ses pépites, que ce soit aussi bien au travers de la danse, le jujutsu, l'escalade, la méditation, l'exposition au froid, la liste est longue encore une fois. Alors avec tout ça, on se demande comment fait-il?
comment arrive-t-il à gérer son temps avec toutes ses activités? Comment est son quotidien avec autant de casquettes différentes? Comment fait-il pour être aussi persévérant et passer aussi massivement à l'action, peu importe in fine les résultats qu'il a? En bref, comment s'organise un vrai aventurier? Voilà, c'était mon petit portrait de ta part. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai été à peu près accurate? Il n'y a rien dans ce que tu as dit qui est inaccurate et franchement, tu mérites un sacré applaudissement que je vais pas faire parce que ma grand-mère dort, mais c'est super. Ça met beaucoup en valeur en tout cas, et je te remercie vraiment parce que ça sent que tu as fait tes recherches. Franchement, chapeau. Tu m'as sorti t'as sorti des datas que moi-même, tu vois, quand tu as dit 330 000 vues sur YouTube, le nombre de vidéos aussi, j'avoue que c'est des choses que j'ai pas regardées depuis un petit moment. Donc, Bah ouais, au bout d'un moment, en fait, tu fais plus attention à ce genre de choses, quoi. C'est sûr, quoi. Même je suis sûr que tu te souvenais pas de ce que tu avais marqué sur LinkedIn, acteur de film, grâce à ma moustache et à mon accent français. Ça va te dire. Mais j'ai pas entendu l'anecdote, l'anecdote liée à ça, quoi. T'as trouvé ça où, dans quelle section? Ah, sur ton compte LinkedIn, gros. Quand t'as mis année sabbatique, t'as mis la ribambelle métier que t'as fait et t'as mis ça. Ouais, c'est un des tout derniers trucs. Bah c'est un peu le piège de. C'est vrai que comme tu disais, depuis 2015, j'ai l'impression d'avoir tellement utilisé en fait Internet comme un journal intime que tu sais même plus en fait les trucs que tu dévoiles sur toi, tu vois, pour le meilleur et pour le pire quelque part, parce que je pense que d'un côté, j'ai eu pas mal de retours comme quoi ça a inspiré pas mal de gens, cette espèce de transparence, et d'un autre côté, si jamais t'as un serial killer qui se met en tête de vouloir venir te flinguer, tu vois, il te trouve un peu. C'est ça, il connaît tout, il regroupe les datas, trouve la place de ta grand-mère et tout. Exact. Ouais. Mais non, encore merci, c'est vraiment très poussé et franchement chapeau. Tu peux te reconvertir en copywriter de bio pour les entrepreneurs si Allez, un jour ça te tente. Nouveau business, nouvelle niche. Ben écoute, au programme, déjà pour, on va dire, poser le contexte, j'aimerais un peu savoir si je te dis organisation, gestion du temps, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça signifie plein de choses. La première chose qui me vient en tête, et c'est marrant que tu me poses la question parce que j'écrivais justement un article dessus aujourd'hui, j'ai un post en tout cas. Pour moi, tout ce qui est organisation et gestion du temps, la question sous-jacente à ça, en fait, c'est vraiment la question de l'énergie, en fait. C'est-à-dire la gestion du temps, les tâches que tu dois faire, etc. Il y a un entrepreneur qui s'appelle Scott Adams qui en parle, qui dit que tu peux organiser de la meilleure manière que tu peux, mais la ressource la plus précieuse, c'est pas le temps, mais c'est l'énergie, en fait. C'est chaque jour, en fait, tu as une quantité d'énergie à ta disposition et il faut être vraiment très intelligent dans la manière dont tu l'utilises en fait et dont tu la canalises. Donc évidemment tu veux toujours prioriser, c'est-à-dire je sais pas, peu importe ton objectif actuellement, tu veux toujours prioriser tes tâches et faire les tâches qui, d'ailleurs je regardais une de tes vidéos où tu parlais de se fixer des objectifs en termes d'habitudes. Je pourrais pas être plus d'accord avec ça. Vraiment se fixer des habitudes pour atteindre tes objectifs, mais surtout être conscient de quel type d'énergie ça va te prendre. C'est-à-dire que tu as des tâches, par exemple, si aujourd'hui tu veux développer ton business et que tu veux, je sais pas moi, développer ton audience pour faire ça, tu veux créer un contenu par jour, ça va te demander une énergie particulièrement intellectuelle, tu vois, et créative, c'est-à-dire vraiment une grosse dose d'énergie cognitive quelque part. Donc pour moi, le plus gros challenge aujourd'hui, à mon sens, c'est que la majorité des gens, en tout cas avec qui j'ai discuté, qui ont un petit peu du mal à s'organiser ou du mal à avancer, c'est qu'en fait, bien souvent, il y a un mismatch entre les tâches qu'ils se donnent ou qu'ils savent qu'ils doivent faire et l'énergie à leur disposition au moment où ils essaient de la faire. Donc il y a vraiment une alchimie très particulière entre savoir manager son temps, parce que ça, c'est une compétence, tu vois. Savoir manager son temps, savoir quelles sont les tâches qui sont importantes à faire pour moi, mais aussi savoir de quel type d'énergie j'ai besoin pour accomplir ces tâches-là. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est même en énergie physique, énergie mentale, et comme tu dis, toutes les tâches se valent pas, quoi. Entre une tâche à faible valeur ajoutée, répétitive, mais que tu dois faire parce que voilà, faut bien la faire, et une tâche de rédaction, par exemple, de mail. C'est sûr qu'on est sur deux catégories différentes. Et justement, du coup, tu as développé une vision au fil du temps. Et justement, comment est-ce qu'elle a évolué, cette vision, c'est-à-dire de ton enfance, limite, tu vois, quand tu étais en primaire à maintenant? Par exemple, déjà, quand tu étais à l'école, tu étais
t'es le premier de la classe à faire tes devoirs, toujours avec la dernière requis, tu fais ton dessin, tac, 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 c'est bon, la maîtresse est contente, ou voilà, est-ce que c'était différent? Comment ça a évolué en fait? Non, ouais, bonne question. Alors, absolument pas. Je pourrais pas dire que j'étais organisé quand j'étais petit. Les devoirs, j'étais pas le mec qui faisait les devoirs le vendredi soir, tu vois. Par contre, j'ai eu la chance très tôt, et je pense que ça m'a aidé par la suite, d'avoir des routines en fait de sport notamment. J'ai commencé le karaté très tôt, à 9 ans. Quand j'allais au karaté, c'était par semaine, c'était une fréquence de 3 à 5 fois par semaine, si tu veux. Donc en fait, très petit, dans ma journée, c'est comme si c'est comme si ma semaine était cadrée par ça, si tu veux. C'est-à-dire que je savais que dans ma semaine, ok, j'ai ce point de référence, je le sais. Peu importe ce que je fais en rentrant de l'école, les jeux vidéo auxquels je veux jouer ou quoi, à 19h15, il faut que je sois sur le tatami. Et j'ai l'impression que ça m'a vraiment beaucoup aidé, parce que ça m'a appris, si tu veux, quelque part, à construire mes journées à partir d'un point de référence, et qui, en plus de ça, et ça, c'est vraiment la bénédiction, j'ai envie de dire, quelque part, s'avérait être le sport. Et ça, je l'ai vraiment retrouvé ensuite par la suite, que ce soit quand j'ai déménagé à Agen pour faire mes études, quand j'ai déménagé en Australie aussi, j'ai toujours utilisé en fait ce créneau de 1h30, 2 heures de sport comme une espèce de pilier central de mes journées. Et à partir de ça, en fait, je construisais, c'est-à-dire que après le sport, je me sentais particulièrement vif, tu vois, et clair d'esprit. Donc à Lisbonne, par exemple, quand j'avais très peu de temps pour bosser sur mon business, je me suis dit, ok, cette heure de sport, je vais la mettre au tout début de la journée, parce qu'au début de la journée, c'est le moment où j'ai ma meilleure énergie créative. Je fais mon sport, je sors du sport, et là, j'ai encore tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir créer une vidéo ou un mail. Et ensuite, je peux passer 9 heures à bosser pour une autre entreprise, où là, je peux me mettre un peu en mode zombie. Donc, je dirais que c'est comme ça que ça s'est construit pour moi, que ça a commencé en tout cas. Ouais, en fait, tu as transféré un peu comme tu dis, ce point d'ancrage et la discipline que tu avais par rapport au sport sur des autres domaines petit à petit, quoi. Complètement. C'est une mécanique ensuite que tu peux tout à fait transférer. Comme tu parles de transfert, c'est un peu un transfert de connaissances, et là presque un transfert d'habitude. C'est que quand tu as l'habitude de faire du sport régulièrement, après quand tu choisis de prendre une nouvelle habitude qui est, je sais pas moi, écrire tous les matins, ou alors prospecter 1 ou 2 clients tous les matins ou quoi, c'est beaucoup plus facile en fait, parce que tu as déjà cette espèce de muscle qui est installé. Ouais, je suis totalement aligné. C'est vrai que dans ta volonté, on va dire, pour créer une nouvelle habitude, comme tu dis, par exemple, ouais, faire du sport si t'en fais pas. C'est vrai que tu vas avoir ta volonté, on va dire, fixe, qui est un petit peu transverse et qui s'alimente de toutes les bonnes habitudes que tu as et qui t'apporte du positif dans ton quotidien, plus cette volonté un peu variable, je dirais, en fonction des sujets. Moi, mon grand dame, par exemple, c'est que j'arrive pas à me coucher tôt. Vraiment, ça me fait chier d'aller au lit. Et c'est super dur, en vrai, pour moi, d'avoir une bonne routine de sommeil à ce niveau-là. Là où il y a d'autres routines, comme le sport, moi aussi, où clairement, c'est plus facile, surtout les sports cardio, où j'ai des facilités, etc. Et ouais, effectivement, c'est soit tu peux jouer sur ce côté variable, de manière plus ciblée, ouais, comme un sniper, soit tu peux aussi penser à faire monter cette volonté fixe, quoi, qui te suit partout dans ta vie finalement. Ouais, complètement. C'est ce principe de ce qu'ils appellent ego depletion, c'est-à-dire la baisse de volonté au fur et à mesure de la journée. Tu as littéralement ta batterie de volonté qui descend, en fait, au fur et à mesure que tu brûles tes points de volonté et d'énergie. Et c'est vrai qu'on peut remarquer ça, et tu le dis, et moi aussi, c'est un de mes soucis, ou en tout cas un des trucs sur lesquels je travaille aussi, me coucher par exemple à 22 heures, tu vois, parce que j'ai besoin de ces 8 heures de sommeil. Et c'est là que, personnellement, en tout cas, je peux plus avoir recours, en fait, tu peux plus avoir recours à la discipline à partir de 20 heures, tu vois, parce que tu as fait tout le boulot, tu as juste envie de manger du chocolat, de regarder des vidéos, de tout lâcher, tu vois. Et c'est là que, à mon sens, en tout cas, ce que moi j'utilise, c'est vraiment des outils sur mon environnement. Tu vois, j'accroche des trucs sur les murs, ou alors, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais moi j'ai switché toute mon organisation sur un journal papier. Et dans ce journal, en fait, j'ai ma journée, et à la fin de la journée, j'ai toujours une case à cocher. Couche-toi à 22 heures, tu vois, et éteins le PC, en fait. Certaines fois ça marche, certaines fois ça marche pas, mais l'idée c'est, voilà, quand tu peux plus faire appel à ta discipline et à ta motivation et à cette force-là, trouver des hacks dans ton environnement, en fait. Quitte à se mettre soi-même des obstacles parfois pour pas céder à des choses. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, top, c'est super clair. Et du coup, autant tu le dis toi-même, quand tu étais enfant, tu te considérais pas forcément comme super organisé, structuré, etc. Et aujourd'hui, est-ce que sur une échelle de 1 à 10 par exemple, où est-ce que tu penses que tu te situerais selon ta vision du coup de l'organisation? Et en 10 étant le niveau parfait que tu atteindras plus ou moins jamais, tu vois. Mais sur une échelle de 1 à 10, je dirais 9. Pas mal. Ouais, sincèrement, là, t'es proche des nuages, là. Je suis un peu obsédé par ça, en fait. Et pour tout te dire,
un gros travail pour moi cette année, ça a justement Mhm. été d'apprendre à lâcher prise de ça. C'est-à-dire que Mhm. cette obsession pour l'organisation, l'optimisation, Mhm. c'est bien dans certains contextes, on va dire. Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'être organisé. Quand tu gères un portefeuille de clients, tu as besoin d'être organisé, tu as besoin d'être à l'heure, tu as besoin de préparer tes calls, etc. Mhm. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que bah, naturellement, t'es pas juste entrepreneur, t'es pas juste freelance ou ce que tu veux, t'es aussi un humain et t'as aussi d'autres aspects de ta vie. Et cette dimension, cette obsession peut aussi être néfaste en fait, notamment Mhm. avec ta famille ou avec tes amis ou quoi. Tu vois, je me retrouvais à envoyer à la limite des liens Zoom à mes potes pour s'appeler, tu vois. Et s'ils se pointaient Mhm. pas au bout de 5 minutes, je disais bon bah mec, on se cale d'ici 2 semaines, tu vois. Ah, c'est ça, jeudi en deux. Exactement. Euh, Donc ouais, une grosse partie de mon travail cette année, ça a été de réduire ce côté-là en fait. Mais c'est une de mes forces. Ça c'est pour sûr. mhm. C'est une de mes forces. Ouais, non, mais je comprends. Et bon, de par la thématique, ma chaîne et mon site web, c'est un peu pareil. Et c'est vrai que parfois, tu as tendance à réfléchir à comment optimiser ton temps, en fait, au maximum, rendre ton temps productif. Et en fait, ça t'éloigne du moment présent. Mm. Mais qui est super important aussi à garder en mémoire. Et bah, le fait, ne serait-ce que de voilà mettre un petit jeu coche, voilà, je me suis couché à la bonne heure sur un journal, bah, en fait, ça te fait prendre conscience. Tu vois, quand tu fais ça, tu te rends compte en fait de ce qui se passe. Et ça, c'est Ouais, super ouais, important. ouais, Vraiment. complètement. Alors écoute, je te propose d'aborder une thématique qui, je pense, est chère à ton cœur, c'est le voyage. On sait bien qu'avec le voyage, ben, forcément, tu changes de culture, d'environnement. Donc, certaines routines où justement, tu as mis en place des choses et tout ça, ben, elles peuvent partir à volo. Déjà, je voulais savoir un peu, ben, quand tu voyages, voilà, quand tu décides d'aller en Australie, à Lisbonne, etc., qu'est-ce que tu fais en amont quand tu t'organises, en fait? Et une fois sur place, comment est-ce que tes habitudes, en fait, tout ce que tu as mis en place, ça résiste ou pas à ce changement? C'est une bonne question. Je pense que il faut peut-être que je clarifie un point, c'est-à-dire que le voyage en Australie et le voyage à Mhm. Lisbonne, c'était vraiment deux contextes différents. Mhm. Et par-dessus ça, c'était pas du tout le voyage pour le fun, en fait, tu vois. C'est-à-dire que je suis arrivé en Australie, pour moi, c'était vraiment explorer, trouver des jobs, apprendre l'anglais, etc. Mhm. Lisbonne, c'était plus parce que j'avais trouvé un job et en fait, j'allais là-bas tout simplement parce que je déménageais et j'allais vivre là-bas pour travailler, tu Ouais, vois. c'est une Donc, conséquence en fait d'avoir trouvé un job, mais c'était pas la raison en soi. ouais. En Australie, donc j'étais plus jeune. Lisbonne, c'était en 2018. L'Australie, c'était en 2016. J'ai toujours gardé la routine de sport. Ça a toujours été une Mhm. condition sine qua non pour moi. Donc, à nouveau, ce pilier, cette Mhm. base, c'est-à-dire peu importe le pays dans lequel je suis, je sais que 3 ou 4 fois par semaine, il faut que je fasse le sport. Le créneau, le temps, le matin, Mhm. le soir ou quoi, tout ça, ça change en fonction de la discipline aussi. Mais ça a toujours été là. Et ensuite, je me suis toujours organisé de manière très fonctionnelle par rapport à quels sont mes objectifs. Je te donne un exemple. Quand je suis Mhm. arrivé en Australie, mon premier objectif, très rapidement, ça n'a pas été de me faire des potes ou de rencontrer des gens ou quoi, tu vois, très rapidement, ça a Mhm. été de trouver un job. Mais ça, dès le jour 2, en fait. Et à partir du moment où j'ai ça en tête, c'est-à-dire que je sais que, OK, mon objectif, c'est de trouver un job, Mhm. immédiatement dans ma tête, il y a ce mécanisme qui se met en place. OK, c'est quoi le plan d'action et c'est quoi l'habitude que je dois mettre en place pour arriver à cet objectif. Et à partir de Mhm. ce moment-là, j'ai des œillères et j'organise mes journées que autour de ça, si tu veux. Donc, Mhm. jour 3 en Australie, ma journée, elle ressemble à sport à 17h Mhm. et imprimer les CV et aller démarcher 10 restaurants le matin. En dehors de ça, je planifie plus. Ouais. Genre, s'il y a quelqu'un qui veut boire un café, pourquoi pas ou quoi. Mais l'important, c'est que de manière très fonctionnelle, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée, tu vois. Mhm. Ouais, peu De- importe si tu as des réponses positives ou négatives, au final, tu as distribué tes 10 CV, donc tu as, voilà, t'as fait ce qu'il fallait dans la journée, quoi. Ouais, exactement. Tu dois sans doute avoir lu ça, mais c'est ce qu'ils appellent input versus outcome, c'est-à-dire se concentrer sur, enfin, définir tes objectifs ou en tout cas te focaliser sur les actions que toi tu maîtrises Mhm. versus celles que tu maîtrises pas. Donc démarcher versus avoir des réponses positives. J'ai pas le contrôle si le mec il va m'appeler ou non pour me Mhm. prendre dans son bar. Par contre, j'ai le contrôle de lui donner le CV et d'essayer de faire la meilleure impression possible, tu vois. C'est ça. Et à Mm. la fois, le résultat, tu vois, combien de réponses positives tu vas avoir, c'est par contre un métrique, un indicateur intéressant que tu peux prendre en compte. Parce que du coup, si au bout de 2 semaines, par exemple, tu te rends compte que tu as que des réponses négatives, même s'il peut y avoir 10 000 raisons, tu peux te dire que tu as un échantillon suffisamment représentatif pour que tu puisses identifier que dans ton process, il y a quelque chose qui merde, quoi. Alors, soit tu en prends conscience, soit tu sais pas et tu dois demander à quelqu'un de juger un petit peu et de tester, soit tu peux t'inspirer d'autres techniques, tu dis, ah ouais, mec fait différent de moi. Mais ouais, je suis d'accord. Le fait de trop se focaliser sur ça, de se dire faut que je trouve un job en une semaine. Il y en a pour qui ça va
va marcher, je sais pas, je me dis. Mais comme tu dis, le fait que tu contrôles pas vraiment tout, ça peut apporter beaucoup de frustration en fait. Ouais, il y en a pour qui ça peut marcher. Il y en a pour qui ça peut marcher, mais moi, ça m'est arrivé, tu vois, de me fixer des objectifs comme ça. Des fois, ça va fonctionner, des fois, ça va pas fonctionner. Comme Et au bout lequel du par exemple Comme par exemple quand plusieurs fois ça m'est arrivé, tu vois, quand je lançais un programme de coaching après Lisbonne pour le coup, je me suis dit voilà, ce mois-ci je veux signer tant de clients et je les signais pas et j'observais parce que c'est vraiment ça dont il faut se rendre compte, c'est que la manière dont tu te fixes les objectifs et dont tu t'évalues par rapport à ces objectifs va avoir un impact énorme sur ta psychologie derrière. C'est-à-dire que si tu te fixes des objectifs quasiment inatteignables, le coût qu'il va y avoir sur l'histoire que tu te racontes à toi-même du style putain j'ai pas atteint le truc en fait. Il est énorme. Alors que si ton objectif c'est contacter 2 personnes par jour et que pendant 2 semaines tu contactes 2 personnes par jour, chaque jour t'as gagné en fait. Fixer des objectifs, c'est pas juste fonctionnel, c'est aussi se programmer mentalement en fait, tu vois. Ah ouais, je suis 100% aligné. Je suis 100% aligné sur ça. Et on va dire, est-ce que tu as, durant tes voyages, du coup, au tes voyages, changé ton organisation? Par exemple, je sais pas, moi j'ai été du coup au Brésil il y a pas longtemps, et là-bas, en termes de ponctualité, par exemple, tu vois, c'est pas ça. Les gens, bon, ils se laissent vivre et tout, machin. Ah, on fait ça, non, on fait ça plutôt. Du coup, est-ce que tu as des éléments, des cultures dans lesquelles tu as évolué, que tu as un petit peu intégré, ou ça peut même être sur une de tes habitudes de sport? Je sais pas, peut-être que quand tu étais au Portugal, tu t'es mis à un sport en particulier que tu as gardé. Enfin, voilà. Comment ça t'a enrichi en fait dans ton organisation, dans tes habitudes, etc. Si je comprends bien ta question, c'est comment est-ce que, en fonction des pays dans lesquels j'ai voyagé, quelle influence ça a eu sur mon organisation? Ouais, voilà, c'est ça. Pas énormément, en tout cas, j'ai pas l'impression. Forcément, à un certain degré, ça a dû avoir une influence. J'ai une anecdote un peu drôle, mais au Portugal, par exemple, si tu vis au Brésil, c'est quasiment la même culture. C'est voilà, quand tu commandes un expresso, t'attends 5 minutes. Et c'est vrai que ça te force en fait à travailler aussi cette patience, qui est aussi une énorme qualité, tu vois. Savoir être patient, savoir à nouveau te détacher en fait de ce que tu contrôles pas. Tu contrôles pas si elle va aller vite ou pas vite. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton état intérieur. Et je me souviens d'une fois, une fois, ma mère était venue me rendre visite à Lisbonne, et ma mère, elle a aussi ce tempérament. Si elle me regarde, elle va vouloir me mettre une tarte. Mais elle a ce tempérament très très impatiente, tu vois. Et je l'attendais à l'aéroport, et juste à l'entrée de l'aéroport où les gens sortent du SAS, il y avait un café. Et je me suis dit tiens, on va prendre un café, tu vois, surtout qu'à Lisbonne, au Portugal, ils sont connus pour avoir du bon café, et les pastel de nata aussi, je sais pas si tu connais cette pâtisserie. Oui, ouais, voilà. Et je voulais lui faire goûter ça, et donc elle arrive et tout, et puis on se met dans la queue, et là je tilte, tu dis, attends, il faut que je la prévienne, parce que sinon elle va péter un câble, en fait, tu vois, c'est le service au Portugal, ça n'a rien à voir avec la promptitude française, ou en tout cas la rapidité française, et je dis, par contre, prépare-toi à quand on prend un café, tu vas devoir travailler ta patience, tu vois, et vois-le vraiment comme un jeu, tu vois, parce qu'on va vraiment attendre 10 minutes pour un expresso et tout. Donc le Portugal a eu cet effet-là. En Australie, pas vraiment, parce que en Australie, il y a cette culture très anglo-saxonne, presque américaine au niveau du travail. Et c'est vrai que j'ai passé énormément de temps en Australie à bosser, à le plonge, serveur, etc. Donc voilà, il fallait être à l'heure, il fallait aller vite. C'était ce hustle un peu. Ouais, grosso modo, ouais. Mais en tout cas, j'ai pas consciemment laissé les cultures imprégner, si tu veux, mon cocon, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir mon horloge interne quelque part, tu vois, pour m'assurer que peu importe l'environnement, en fait, j'aurai cette stabilité. Sinon, j'ai l'impression de perdre pied. Ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. C'est important de savoir suivre son rythme. Je te dis ça parce que moi, c'est vrai qu'au Brésil, tu vois, je me suis surpris à parfois, du coup, être plus, parfois, contemplatif, tu vois. Genre, je me baladais dans la rue, et alors c'est parce que tu es aussi dans un endroit que tu connais moins, la langue est différente, même les bâtiments, tout ça. Mais du coup, je me suis surpris à, par exemple, à moi, marcher tout le temps en écoutant des podcasts, tu vois, tout en voulant intégrer l'information comme ça, etc. Mais juste, tu vois, à me balader et à regarder ce qu'il y avait autour de moi. Ça, c'est un truc, par exemple, que j'ai développé là-bas. Et que du coup, là, même à Paris, là où je suis actuellement, j'essaie de le faire parfois, tu vois, ou quand je me rends compte que je marche à 15 km/h, hein, comme la moyenne parisienne, avec mon casque et tout, j'essaie de, tu vois, ralentir un peu. Ouais, je comprends. Et l'environnement joue aussi beaucoup. Je sais pas où t'étais au Brésil, mais j'ai vu quelques images, ne serait-ce que de Rio ou quoi. Je sais pas où t'étais exactement, mais c'était Sao Paulo, donc c'est vraiment grande ville et tout. Ouais, ça fourmille quoi. Ça fourmille de fou, limite plus qu'à Paris quoi. Mais j'ai aussi vu d'autres endroits où pour le coup c'était beaucoup plus chill, tu vois, au bord de la plage et tout ça. Et là bon.
Bon, voilà, c'est un peu les images qu'on se fait du Brésil et tout dans sa tête. Mais voilà, le Brésil, c'est pas que ça, forcément. Ouais. Ouais, non, ce que je voulais juste dire, c'est ça, c'est que l'environnement joue aussi beaucoup. Ici en Slovaquie, je suis à 10-15 minutes d'une vue sur les montagnes et je sais quelque part l'effet que ça a quand je me mets en face de ce panorama. Donc, quand je sens dans mes journées que voilà, je suis dans le jus, tu vois, comme tu dis, tu as les pensées qui sont partout et nulle part à la fois. Je me dis, bon, là, c'est le moment, tu vois, d'aller voir les montagnes et d'utiliser cet environnement à mon avantage parce que je sais quel effet il va avoir sur moi et comment je vais me sentir là tout de suite. Ouais, je vois tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on aborde un autre aspect que j'ai évoqué notamment dans ton portrait. C'est l'aspect business, profession. Tu as fait vraiment 10 000 trucs. 10 000 trucs différents. Et du coup, justement, je voulais savoir, notamment sur la gestion de ton organisation, comment en tant que salarié, puis ensuite freelance, créateur de contenu, parfois aussi les plusieurs en même temps, comme c'était le cas à Lisbonne, où tu avais ton emploi du temps le matin, full sur la création de contenu, infopreneur, et l'après-midi, job de salarié, customer success. Quelle différence tu vois, en fait, comment ça rythme ton quotidien, en fait, le fait de te retrouver dans ces différentes postures? Il y a des différences, ça c'est sûr. La différence quand tu es salarié, c'est que, bon, hormis les premières semaines ou le premier mois où tu as besoin, si tu veux, malgré tout, de faire tes preuves et de comprendre le cœur du job, etc. Assimiler. Voilà, ça va te demander une certaine énergie, mais généralement, au bout de 1 mois, 2 mois, tu peux te mettre en rythme de croisière. Et du coup, ce créneau dans ta journée devient un non négociable quelque part, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu peux pas bouger. Mais par contre, à nouveau, en termes d'énergie, tu sais que c'est ce qui va te coûter presque le moins parce que tu peux te mettre en autopilote. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, tu sais que le restant de ta journée, tu peux vraiment le dédier à autre chose. Moi, j'avais la chance à l'époque, on faisait des shifts de 8 heures, mais dans le service dans lequel je travaillais, il y avait besoin de couvrir les appels clients de 7 heures jusqu'à 21 heures. Et personne voulait le shift de midi à 21 heures. Et moi, je me suis sauté dessus parce que ça me laissait le matin de libre. Donc, où tu es encore frais, où tu as ta volonté qui est au max, comme tu disais au début. Ouais. Exactement. Et à 21 heures, tu rentres, tu t'effondres dans ton lit et tu dors 8 heures. Donc ça, c'est le salariat. Et j'ai envie de dire, c'est presque le plus facile en fait. Parce que tu ressens tellement, surtout si le job que tu fais n'est pas agréable, tu ressens tellement la douleur de passer ces 8 heures à faire autre chose que ce que tu aimerais vraiment, que tu as juste qu'une envie, c'est le matin de bosser. Et sincèrement, c'est limite le plus facile en fait. À partir du moment où tu passes en freelance, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut savoir quelles sont tes priorités, il faut savoir jongler avec ça. Notamment quand tu fais vraiment du pur freelance, tu dois à la fois prospecter, mais tu dois à la fois délivrer, tu dois à la fois faire les révisions avec les clients, etc. Donc faut vraiment savoir jongler en fonction de où t'en es dans le processus. Là par exemple, j'ai fini un article avec un client, mais ça m'a demandé plusieurs révisions. Mais en même temps, je peux pas me permettre d'arrêter de prospecter parce que je dois faire de la révision. Il faut que cette prospection elle soit constante pour m'assurer les contrat par la suite. Donc là, c'est plus compliqué. Ce qui est critique pour le freelance, c'est vraiment arriver. Moi, j'aime bien quand c'est simple. Tu vois, j'ai besoin que ce soit simple, mes journées soient simples. Et en gros, c'est arriver à clarifier. C'est quoi les 2 actions que je dois faire chaque jour en fait, qui font tourner tout mon business. Si j'ai déjà un client, il faut que je le livre. Donc, il faut que j'ai un jour de production où j'écris. Si j'ai pas de client, il faut que je prospecte. Et si j'ai un client, il faut aussi que je prospecte. Donc, en gros, c'est prospecter, délivrer. Prospecter, délivrer. Et à partir du moment où j'ai des créneaux dans la journée dédiés à ça, le reste, après, tu peux t'organiser, tu vois, pour faire des trucs moins urgents, comme, je sais pas, mettre un jour ton site web ou autre chose, quoi. Et après, tu peux aller plus loin, parce qu'on pourrait dire aussi, bah oui, mais dans ta journée, tu veux minimum 1 heure pour lire, tu veux minimum 1 heure pour faire du sport, etc. Ouais, sachant qu'indirectement, c'est des choses qui peuvent t'aider, on va dire, à délivrer, comme tu dis. Par exemple, j'imagine qu'en tant que freelance copywriter, les informations que tu ingérais dans ta journée, même, je sais pas, le trajet que tu faisais pour aller au sport, etc., ben, c'était des entrées justement pour pouvoir avoir une imagination plus fertile et créer plus facilement finalement que si tu étais resté juste toute la journée chez toi à te bourriner sans cesse. Ouais, complètement. Il faut vraiment arriver à capter sa physiologie en fait, et même sa chimie corporelle presque. Quand est-ce que j'ai des meilleures idées? Ah tiens, c'est après que je sors du sport. Quand est-ce que je peux absolument pas écrire? L'après-midi. Quand est-ce que je fais un call avec un client et que au lieu de durer 20 minutes, ça en dure 45 parce que j'arrive pas à poser les bonnes questions? C'est hyper subtil, tu vois, mais il faut arriver à capter ces trucs-là parce que ça a un impact énorme en fait sur le long terme. Donc vraiment arriver à capter sa biologie, ses cycles naturels quelque part. Quand est-ce
est-ce que tu es le plus performant pour quel type de tâche en fait. Ouais, effectivement. On en revient à ce dont on parlait au début, l'énergie, ouais, effectivement. C'est aussi une métrique qui est très importante, qui même parfois dans des méthodes de priorisation, je pense à la fameuse matrice de Eisenhower. Dès que tu t'intéresses à l'organisation, t'en vois de partout, de cette matrice. Et finalement, ça te fait classer donc une tâche en fonction de l'urgence et de l'importance. Donc en gros, l'idée c'est les tâches peu urgentes et pas importantes, tu les délègues. Les tâches importantes mais peu urgentes, tu les planifies en faisant du time blocking. Donc voilà, ce dont tu pouvais parler, tu en ton agenda, tu dis ça, il faut que je le fasse, voilà, peu importe quoi. Et les trucs super importants, super urgents, là, faut que tu fasses absolument. Mais ce truc-là, en fait, il prend pas du tout en compte l'effort que tu as besoin de fournir pour réaliser cette tâche-là et l'énergie que tu as actuellement. Parce que finalement, si tu as mis le créneau dans ton agenda, mais je sais pas, tu t'es malade, tu vois, tu as la crève et tout ça, t'es vertué à le faire quand même et tout, ça fait que tu vas pas forcément bien te reposer. Et comme tu n'auras pas bien fait les choses parce que tu étais dans un état second, tu vas devoir t'y reprendre après. Du coup, finalement, tu perds sur les deux tableaux, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Et justement, alors, plus spécifiquement, parce que c'est quelque chose en fait que c'est la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire j'ai un job de salarié sur de la planification pour EDF, sur un projet nucléaire, et à la fois je développe ça, tu vois, donc Time Booster. Et toi, du coup, c'est la situation que tu avais quand tu étais à Lisbonne, tu avais à la fois ce job salarial et cette activité en plus entrepreneuriale, limite freelance avec la production de vidéos. C'est quoi les avantages et désavantages de cette posture et comment essayer de faire pour en sorte que ça se passe bien? Parce que tu as parlé, il me semble, c'est sur ton interview avec Antoine BM, que en fait tu avais fini en burn-out au bout de quelques mois avec ce rythme-là assez effréné. Donc, genre, tu te lèves super tôt, tu vas à la séance de CrossFit à 6h30, après de 8h à 12h, tu cravaches pour ton contenu et après, comme tu disais, de midi à 21h, tu y vas. Puis après, t'as plus qu'une hâte, c'est d'aller voir ton oreiller, lui faire un gros câlin et t'endormir. Donc, si tu devais refaire en fait te retrouver dans cette situation-là, avec là ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu changerais en fait pour que ça se passe le mieux possible? Déjà, un gros facteur, à mon avis, c'est toi, tu es en télétravail ou pas? J'ai du télétravail, ouais. La moitié du mois, je peux être en télétravail. Ok, parce que j'ai fait aussi un peu de télétravail à Lisbonne, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es en télétravail, tu as quand même plus de flexibilité que si tu étais scotché à un endroit, en fait. Quelque part, tu gagnes déjà le temps de trajet. Bon, on rentre vraiment dans le nitty-gritty, mais tu gagnes le temps de trajet. Et ouais, tout simplement, tu es chez toi, tu peux te faire à manger, etc. Mine de rien, une autre vibe parce que tu sais que tu es chez toi, tu n'as pas un patron pour te gueuler dessus, etc. Comme je l'expliquais dans la vidéo avec Antoine, ce qui m'a manqué à terme, mais j'avais pas vraiment le choix au départ parce que j'avais très très peu de temps. Ce qui m'a manqué à terme, c'est la vie sociale en fait. C'est vraiment être avec des gens. Mais quelque part, maintenant que c'est pas vraiment ça parce qu'en soi la vie sociale, je l'avais aussi au travail. Mais ouais, via tes collègues ou il me semble que c'était dans ce créneau-là aussi où tu faisais ton podcast Entrepreneur Authentique. Ouais, Aussi. c'est ça. Il y avait le podcast. Ok, non, je corrige ce que j'allais dire. C'est pas la vie sociale, mais c'est juste que l'approche que j'avais en fait, c'est-à-dire les attentes que j'avais envers moi-même étaient beaucoup trop exigeantes. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans ce mindset de je veux atteindre tel montant par mois. Je passais en fait chaque minute de ma journée à me flageller parce que je voyais que j'y suis pas encore. Et j'avais vraiment cette sensation de manquer de temps. J'avais cette sensation d'être en retard. Je me comparais à plein de gens que je voyais sur Internet et je me disais putain mais pourquoi moi j'y suis pas encore? Et c'est ça en fait qui me cramait. C'est plutôt le discours, la manière dont je me comportais avec moi-même. Le discours interne. Ouais. Exactement. Si aujourd'hui je devais refaire les choses, j'ai parlé récemment, je sais pas si c'est un livre que tu as lu qui s'appelle The Practicing Mind de Thomas Sterner. J'ai vu justement ta vidéo podcast à ce sujet. Ouais, mais ouais, tu peux, vas-y, je t'en prie, explique. Ouais, je vais en parler brièvement parce que tu vas voir, ça va faire sens. J'avais déjà commencé à bifurquer sur cette thématique d'être plus dans le moment présent, comme tu disais, c'est-à-dire de pas se projeter, de pas regarder là où t'es pas, mais d'avoir une idée de où tu veux aller, mais aussi de se rappeler que profite de maintenant en fait. T'es déjà sur la voie, tu vois. Et il faut vraiment que tu captes que si à l'heure actuelle t'es pas satisfait parce que t'as pas atteint ton objectif, au moment où tu l'auras atteint, et ça m'est arrivé plusieurs fois, au moment où tu l'auras atteint, t'auras à nouveau une nouvelle milestone en fait. Et
Thomas Sterner parle vraiment de ça en disant qu'il faut vraiment arrêter avec cette notion d'objectif qui bouge en même temps que toi t'avances. Parce que ça, c'est ultra malsain en fait. Et c'est ce que j'avais à l'époque. J'arrêtais pas de me dire, j'avais ce mantra, 5 000 € par mois en mai 2019 et je les avais jamais atteints. Et ça me bouffait complètement. Et Thomas Sterner, à un moment dans son bouquin, donc il parle grosso modo vraiment du moment présent et d'apprendre à retourner dans le moment présent et de profiter de la vie en fait. D'avoir des objectifs, c'est bien d'être ambitieux, mais de profiter de l'instant là tout de suite. Et il donne cette métaphore qui est que, imagine que tu essaies de traverser un lac et que tu vises un chêne gigantesque à l'autre bout. Tu veux de temps en temps regarder où se trouve le chêne pour t'assurer que tu dévies pas de ta direction. Mais si tu passes ton temps à regarder ce putain de chêne, tu vas t'épuiser, tu vas pas pouvoir te concentrer sur ta brasse et tu vas te cramer mentalement. Alors que si tu regardes le chêne une fois de temps en temps, tu dis ok là j'ai un peu dévié à droite et ensuite que tu te focalises sur la qualité de ta brasse. Focalise-toi sur la qualité de tes journées, sur la qualité des actions et définis ton succès par rapport à ça. Tu auras un quotidien beaucoup plus facile, donc par définition, tu seras beaucoup plus résilient parce que tu tiendras beaucoup plus longtemps et quelque part, de manière assez paradoxale, tu atteindras beaucoup plus vite tes objectifs parce que tu tiens sur la durée, parce que tu prends du plaisir et parce que tu le fais bien. Moi, c'est ça que je ferais différemment. Après, bien sûr, dans ton contexte, il y a plein de variables qui rentrent aussi en compte, tu vois, mais... Je dirais que ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est que voilà, j'ai mon job salarial, donc en termes de statut social, tu vois, je suis validé. Et à côté, alors moi actuellement, je vis dans un foyer étudiant jeune travailleur. En gros, c'est un peu comme une cité universitaire, mais pour des gens un petit peu plus âgés. Et en fait, du coup, il y a tout le temps du monde en bas. Il y a pas mal d'activités qui sont organisées et tout, trucs super cool, genre du laser game, sorties dans des bars, etc. Et du coup, c'est peut-être un peu l'inverse. Je me considère plutôt introverti sur la partie gestion de l'énergie, on va dire. Tu vois, j'ai besoin d'être seul pour gagner de l'énergie, mais je suis assez sociable. J'aime bien rencontrer des gens. Et du coup, c'est dur de dire non à une opportunité, de découvrir un nouveau lieu, de connaître de nouvelles personnes, etc. De me forcer justement à me dire non, ce créneau-là, j'ai prévu de travailler, tu vois, sur ma vidéo, mon site web, etc. Je dois me tenir. J'ai l'impression que c'est dur pour moi encore d'instaurer vraiment cette habitude et je suis plus en mode ce samedi-là, je vais aller au Starbucks à côté de chez moi et je vais travailler 6 heures, 7 heures dessus. Donc c'est ça qui est peut-être plus difficile parce que pareil, comme les gens autour de moi, ils sont pas dans cet état d'esprit-là, enfin quelques-uns, mais pas la majorité, je dirais. Du coup, j'ai en plus pas ce truc-là, un peu de pression sociale extérieure, tu vois, parce que pour quelques-uns qui me regardent comme ça, ils disent ah putain mais Hugo il fait plein de trucs et tout, c'est pas possible. Mais à la fois pour moi, par rapport à mes propriétaires, je me dis qu'il faudrait que je travaille plus sur ça, que j'investisse plus parce que c'est important pour moi. Je comprends tout à fait. Et tu vois, dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, par exemple, quand j'étais à Lisbonne, je travaillais les week-ends aussi, tu vois. Samedi, dimanche, je considérais que c'était les vacances parce que enfin, je pouvais bosser sur mon business. En réalité, ce que je voyais pas, c'est que sur la durée, ça me claquait aussi parce qu'en fait, j'avais aucun moment où je relâchais, si tu veux. Le seul moment où je relâchais, c'était de temps en temps le samedi, j'allais faire du surf, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai complètement viré ça. Le samedi et le dimanche, je bosse pas. Soit je suis avec ma copine, soit je vais marcher ou quoi, parce que je me suis rendu compte que même si tu le sens pas immédiatement, en tout cas pour moi, pour ma physiologie, j'avais la sensation de prendre une dette, vraiment de m'endetter si j'avais pas au moins un jour et demi de déconnexion dans la semaine, tu vois. Et puis moi, ce que je ferais à ta place, c'est que si tu sais que ça te fait du bien, ce truc, ce temps social, et si tu sais que c'est quelque chose dont tu as besoin pour bien fonctionner quelque part, parce que le temps social et s'en dégager et faire de la place pour ça, parce que ça te fait du bien, c'est aussi ça être productif, c'est savoir de quoi tu as besoin. Donc moi, je me ferais de l'espace pour ça, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'organiserais lundi matin, ou je sais pas si tu fais des reviews, comment tu fonctionnes, mais si moi je fais ma review de la semaine le samedi, je me dirais ok, j'ai besoin de temps social. En ce moment, moi par exemple, j'ai besoin de voir ma copine. Samedi, dimanche, je vois ma copine et je prévois du temps pour ça, tu vois, parce que je sais que ça va m'aider à être productif. Et comme ça, je sais que samedi, dimanche, j'ai mon temps social. Le reste de la journée ou de la semaine, je peux cravacher en fait. Et puis si par exemple, tu remarques que les gens avec qui tu bosses, la plupart du temps, ils organisent des trucs le jeudi et pas le samedi, tu vois. Tu dis bon, ok, finalement, les événements ont lieu le jeudi, c'est que là, à ce moment-là, je rencontre les gens. Le jeudi, c'est mon temps social et je bosse le samedi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de voir les patterns un peu. Oui, pareil, j'avoue que le vendredi soir, j'avoue que je me calerai pas du coup une session. Allez hop, 4 heures de montage, 8 heures minuit. Allez. Ouais. C'est en fait le problème, c'est qu'il y a vraiment cette dichotomie que les gens se disent si je veux être productif, je peux pas bosser en fait. Mais la productivité, c'est pas ça. Le but de la productivité, c'est de trouver dans quel état est-ce que tu peux produire le plus, quelles sont les conditions idéales quelque part.
Et si dans tes conditions idéales, il y a le facteur social et que tu vires ce facteur social, c'est plus les conditions idéales. Donc, il faut vraiment apprendre à réintégrer ça, en fait. Réintégrer le temps de famille, réintégrer le temps pour le sport, réintégrer le temps pour être hors des écrans, réintégrer le temps pour chiller sur Netflix et regarder de la merde, tu vois. Parce que si ça te fait du bien et que tu te sens bien à la fin de la semaine, fais-le, en fait. Si derrière, ça te permet d'être productif parce que tu as eu ta dose. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est une question d'équilibre. Tu vois, là, j'arrive quand même à avancer. Je pense que c'est juste un petit rééquilibrage, mais je voudrais pas me couper de ça. Enfin, je sais que par exemple, des périodes où parfois j'ai pas fait trop de sport parce que voilà, c'était un nouvel environnement, tout ça. Je faisais pas mal de natation, puis il y avait pas de piscine aux alentours, etc. Ben, je me sentais moins bien en fait. Ça avait une vraie influence. Alors, au-delà de l'influence physique normale, parce que du coup, quand tu fais du sport, c'est hyper d'endorphine, etc. Psychologiquement, en fait, ça avait un effet que j'ai vraiment ressenti, quoi. Ouais, bien sûr. Je comprends tout à fait. Et justement, de manière plus globale, on va dire plus théorique en termes de méthodes, sur les diverses vidéos, podcasts, etc., tu as parlé de pas mal de méthodes que tu utilisais, tu as abordé pas mal les plans de 90 jours. Pour moi, la première personne que j'ai entendu parler, enfin, on va dire plan de 90 jours, c'était Stan Leloup. Et du coup, voilà, je voulais savoir en fait comment tu l'évaluerais. Est-ce que ça t'a vraiment servi? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises encore en fait actuellement dans ton business? Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui? Ça m'a toujours fasciné, les méthodes de fixation d'objectifs, parce que, je sais pas, j'ai toujours l'impression que si tu avais la bonne méthode, le bon outil, naturellement, si tu as le bon outil, tu peux mieux faire le job. Donc, à partir de ce constat-là, effectivement, Stan nous parle de la méthode de 90 jours, même si je l'ai pas vraiment, je l'ai pas suivi, j'ai pas acheté la formation, mais c'est quelque chose d'assez répandu de se fixer un objectif sur 90 jours, parce que c'est sur cette période-là que tu peux avoir des résultats assez conséquents. J'ai testé plusieurs outils, mais un qui est vraiment resté, c'est la méthode OKR. Donc, c'est ce qu'ils utilisent chez Google. OKR, ça veut dire... Je connais pas du tout. Tu connais pas? OKR, ça veut dire en gros, le O, c'est objectif et KR, c'est Key Results. Grosso modo, la méthode, c'est très simple. C'est définir où est-ce que tu vas arriver, c'est quoi l'objectif que tu vas atteindre. Tu peux rentrer dans 10 000 tangentes, le formuler de manière aspirationnelle ou quoi, mais quand tu bosses pour toi, en tant que solopreneur, c'est, je sais pas, moi, par exemple, en octobre, je veux être capable de courir un marathon. Donc ça, c'est ton objectif. Et à partir de cet objectif-là, c'est la destination, c'est l'arbre. Si on reprend l'exemple tout à l'heure de Thomas Turner, on va définir 3 à 5 key results. Donc, key results, c'est des résultats clés. Moi, j'aime bien les appeler, j'aime bien dire que c'est des paramètres, en fait. Et même pour aller plus loin, pour rejoindre ce que toi, tu avais dit sur ta vidéo, c'est des habitudes ou des choses à mettre en place. Ok, j'ai ma direction. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Première chose, il faut que je mette un maillot de bain. C'est pas une habitude, c'est une tâche, mais il faut que je le fasse. Deuxième chose, il faut que je m'entraîne à la brasse 20 minutes par jour. Et tu te définis comme ça, par rapport à mon objectif, quelles sont les actions, 3 à 5 habitudes ou 3 à 5 actions que si je répète sur une durée donnée, je vais arriver à cet objectif-là. Et ça me sert pas mal. Maintenant, en ce qui concerne la durée, je partais sur 90 jours, mais j'ai réalisé en fait après plusieurs fois que au bout de 1 mois, je raisonnais plus en fait avec l'objectif. Il y a quelque chose qui s'était ajusté. J'adore essayer d'apprendre à mieux me comprendre. Je fais vraiment beaucoup de creusage dans mes pensées, recherche continuelle. Exactement. Et donc, au bout de 60 jours, il y a quelque chose qui a changé, en fait. Et ça a bifurqué. Donc, je me suis retrouvé, en fait, à devoir réadapter ou alors à me forcer à suivre ce plan, mais à plus être motivé. Donc, maintenant, je suis plus aussi strict sur les 90 jours. Je préfère me faire, et là-dessus, il faut que je donne le crédit à Elliot Meunier, qui a une chaîne qui parle beaucoup de la prise de notes, de modèles mentaux, etc. Et je crois qu'il a une formation là-dessus, mais il a Atomic Thinking. Ouais, exactement. Et je me suis inspiré de sa méthode dans Atomic Planning. Il a une vidéo où il explique en fait que lui, il raisonne plus par 90 jours, mais par phase de vie. C'est-à-dire que quand tu sens que t'es plus dans la même phase qu'avant, c'est OK en fait. Tu repars de zéro et tu te demandes, OK, où est-ce que je veux aller? Sur quoi est-ce que je veux bosser maintenant? Et du coup, ça te sort de cette espèce de carcan très rigide de se fixer un plan. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Pour l'instant, j'aime bien parce que mine de rien, je trouve que quand même en 1 mois, si tu te fixes des objectifs relativement intelligents avec des habitudes, tu peux quand même assez vite avancer, tu vois. Et si tu avances, au bout d'1 mois, généralement, à la fin du mois, tu es motivé pour continuer. Donc, tu te refixes un truc, OK, pendant 1 mois, je vais continuer cet objectif, tu vois. Tu n'es pas obligé de repartir de zéro, mais tu t'en rends beaucoup plus par rapport à tes émotions et par rapport à ton sentiment au moment T, tu vois. Pas par rapport à quelque chose que tu as fixé il y a 30 jours, en fait. Ouais, t'es plus aligné et ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce que hier, je fais une formation sur les méthodologies agiles. C'est en gros les techniques de gestion de projet utilisées plus dans la partie IT, on va dire, dans les secteurs de l'IT. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose, Scrum, Kanban, ce genre de choses. Ça me dit quelque chose, ouais.
Et en fait, l'idée par exemple de Scrum, qui est en gros le modèle le plus répandu dans ces méthodologies agiles. La méthodologie agile, on pourrait dire que c'est un sport, et Scrum, ce serait le foot, le sport le plus populaire. Là, c'est l'équivalent. Et en gros, tu as une équipe qui va délivrer. Elle va travailler systématiquement sur un format de même une à 4 semaines, mais jamais plus que 4 semaines. Et ça fonctionne vraiment un peu, tu vois, comme Sun t'en parlait, c'est-à-dire qu'au début, tu te dis, OK, c'est quoi les 2-3 fonctionnalités qu'on peut implémenter dans notre application? À la fin du mois, tu dis, OK, voilà le produit opérationnel, voilà ce qu'on a réussi à implémenter. Voici, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien marché. Ah là, je me suis un peu énervé, là, j'étais un peu frustré, machin, tout ça. Donc, on retrouve un peu cette idée-là de pas finalement être forcément sur de 2 mois, 3 mois, etc. Plus d'avancer avec une échelle plus réduite. Je pense que les objectifs de 2 mois à 3 mois, c'est peut-être plus pertinent dans une entreprise où ça implique beaucoup plus de gens et il y a des KPI à tenir et les process sont relativement posés, rigides, fixés. Dans le contexte d'un entrepreneur ou d'un solopreneur ou d'un freelance, où la majorité du temps, si tu deviens indépendant, c'est parce que tu veux faire un truc qui te plaît, être plus aligné, faire ce qui te plaît à l'instant T, en fait. Par définition, il y aura beaucoup plus de place pour l'émergence, c'est-à-dire que il se passe tellement de choses, en fait. Tu lis un bouquin et soudain, tu as envie de tester quelque chose de complètement nouveau. Ou alors, tu découvres, je sais pas moi, The Practicing Mind et tu te rends compte que, putain, en fait, il faut vraiment que je bosse sur ma capacité à rester dans le moment présent. Et tous les objectifs que tu t'es fixés il y a 15 jours s'écroulent, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve ça plus pertinent quand tu es solo d'avoir cette flexibilité par rapport aux entreprises. Ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok, déjà, merci pour cet éclaircissement. Et alors, il y avait d'autres outils que je connais moins et qui sont un petit peu sortis, je pense, dans l'imagination. Notamment, j'ai vu ta vidéo sur le Kiffing Score. Ce que j'ai compris du Kiffing Score, en gros, c'est tu veux commencer par ce qui te fait kiffer, les activités créatives, etc. dans ta semaine. Et après, en gros, si jamais t'as pas été assez productif, tu bourrines pour terminer ce que tu n'aurais pas fait au début de la semaine. Tu prenais l'exemple des emails que tu devais écrire. Et du coup, c'est marrant parce que ça prenait un peu le contre-pied d'autres ouvrages qui sont assez connus, comme la matrice d'Eisenhower que je citais, où tu dois faire d'abord ce qui est urgent et important, ou alors Eat the Frog, avaler le crapaud. Donc, tu fais d'abord le truc vraiment qui est plus chiant pour toi dès le début de la journée, puis après, c'est bon, t'es relâché, tu peux faire le reste. Donc, je voulais savoir comment ça avait fonctionné sur toi, si pareil, si c'est un truc que tu utilises encore, et voilà, nous faire pas un peu de tes conclusions sur ce truc-là. Ouais, j'ai testé j'ai voulu tester plusieurs approches. Autant l'approche de faire ce que tu dois faire mais que t'as pas forcément envie en premier pour te dégager le temps derrière, et ensuite inversement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus tendance à privilégier en fait ce qui est important pour moi. C'est-à-dire, je fais vraiment une distinction entre ce qui est important dans le sens non négociable, parce que c'est ça qui me permet de bouffer tout ce que tu veux, mes engagements envers d'autres personnes, et ce qui est important pour moi, pour ma croissance. C'est-à-dire que je mettrai toujours en priorité les actions ou les projets ou les choses qui vraiment me nourrissent en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'une fois que j'ai fait ça, une fois que je sais que dans ma semaine, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour nourrir et me faire avancer vers cette vision-là, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire le reste parce que j'ai la sensation que, OK, c'est bon, maintenant j'ai la place. Pour reprendre ce schéma un petit peu de Lisbonne, j'ai passé mes 4 premières heures de la matinée à faire mon sport et à bosser sur mes vidéos. OK, maintenant je me mets en mode zombie, en mode exécution, il faut que je plie ce travail pour le client parce que c'est ça qui met l'argent sur la table. J'ai trouvé que ça, c'était plus efficace parce que, de manière générale, en commençant par ce qui me fait chier, derrière, à nouveau, peut-être que c'est plié, mais psychologiquement, en tout cas à l'échelle d'une journée, j'ai plus la force ou j'ai plus ce même pétillement, si tu veux. Toujours commencer par ce qui est important pour moi. Et ensuite, tout le reste, tu vois. Parfois, il arrive que j'ai un projet pour un client, ça m'est arrivé récemment, écrire un article. Voilà, rien de bien sexy ou quoi, mais à la fois le sujet de l'article était complètement nouveau pour moi et le client, c'était le type qui sortait d'une école d'ingénieur, qui s'exprimait d'une façon hyper expert de son domaine ou quoi. Et je sais pas pourquoi, mais il m'a enveloppé dans son projet. J'avais envie de pondre le meilleur article du monde. Donc à ce moment-là, parce que ce projet, je le considérais comme vraiment une clé pour grandir personnellement, je l'ai mis sur mon créneau, première chose que je fais dans la journée, parce que j'avais envie de bosser dessus. Donc ça, c'est un peu la zone magique, quand tu arrives à combiner ton travail. T'as un alignement, en fait. Exactement. Mais quand tu veux pas l'avoir, moi, je privilégie toujours ma croissance personnelle. Ça veut pas dire que je mets pas d'effort sur le reste, mais toujours en priorité. Ouais, c'est une question de priorisation. Alors, il y a autre chose que j'ai jamais en fait vraiment fait. Je m'étais créé un template Notion exprès, mais je l'ai jamais vraiment utilisé plus d'une semaine. Le truc que tu fais, c'est le journaling.
C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Parce que pareil, c'est comme pour le sommeil, tu vois, j'ai lu plein de trucs sur ça, le bienfait que ça a, etc. Et je le fais ponctuellement, plus quand je me sens mal, tu vois, ou quand vraiment j'ai l'esprit troublé. Mais je le fais pas de manière récurrente, tu vois, comme une habitude. Je voudrais bien que tu nous en parles un petit peu. Combien de temps, finalement, vraiment, ça fait que tu fais ça? Et quelles sont les difficultés que tu as peut-être eu à mettre ça en place? Et les bénéfices surtout que tu retires de cette pratique-là? Et comment tu le fais, toi, exactement? Ouais, ouais. Euh, j'ai commencé par peut-être expliquer un petit peu ce que c'est le journaling. À l'origine, d'écrire à la main tous les jours 3 pages. Ça a été introduit par, je sais plus son nom, mais je connais le nom du bouquin qui s'appelle The Artist Way. Les gens pourront regarder. Et c'était à l'origine vraiment un exercice pour les écrivains pour se débloquer en fait dès le matin, à la fois créativement, c'est-à-dire vraiment s'entraîner à écrire tous les jours, et à la fois aussi comme exercice qui te sert de tampon émotionnel. C'est-à-dire que je sais pas comment c'est pour toi, mais moi généralement le matin quand je me lève, j'ai de l'anxiété, j'ai du stress, j'ai un dialogue mental assez violent, et j'avais besoin en fait de quelque chose qui me serve de tampon, qui me permet de créer une séparation entre le moment où toutes ces pensées se distillent et se mettent en ordre et le moment où je fais mon boulot. Parce que si tu te mets à créer des vidéos avec ce dialogue interne, c'est mort, tu vois. Donc c'est un outil, c'est une sorte de psychothérapeute personnel. Je le fais depuis 2018. La manière dont je le fais a beaucoup changé. J'ai commencé par les pages, 3 pages par jour. Ça prenait 45 minutes. C'était une horreur, mais je le faisais parce que je voulais absolument voir si ça avait des résultats. Ensuite, j'ai switché sur Google. Qu'est-ce qui t'a fait choisir 45 minutes? Enfin, 3 pages, pardon. C'est elle qui disait écrivez 3 pages, long format, et okay. vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas 3 pages. Et ça faisait 45 minutes. Donc j'ai fait ça, j'ai testé sur Google Doc, j'ai testé dans Roam, toi tu utilises Notion, mais j'ai jamais vraiment arrivé en fait à formuler les bénéfices que ça m'apportait, mais pour une raison que je pourrais pas t'expliquer, j'ai voulu continuer parce que si les bénéfices sur le long terme n'étaient pas évidents pour moi, les bénéfices sur le court terme l'étaient. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil excellent qui te permet de clarifier ta pensée, comme tu dis, quand tu es triste ou quand tu te sens un peu déprimé ou quoi. Tu mets à plat tes pensées et tu comprends en fait ce qui se passe dans ta tête. Tu marques vraiment, bah voilà, je me sens triste. Ok, pourquoi je me sens triste? Je me sens triste parce que il m'est arrivé ça, ou ma copine m'a envoyé tel message, ou ce que tu veux. Ça permet vraiment de clarifier. Tu fais les 5 pourquoi pour arriver à la cause du truc, quoi. Par exemple. Et c'est que jusqu'à très très récemment que j'ai enfin réussi à développer un système où non seulement ça a une fonction dans les journées, donc ça sert de buffer émotionnel, mais en fait ça me sert aussi. C'est un outil en fait indispensable maintenant à la fixation d'objectifs. Je vais t'expliquer comment je fais. Maintenant, ce que je fais, c'est que je suis retourné sur cahier, sur papier. J'ai arrêté de m'imposer cette limite de 3 pages parce que un moment, j'ai lu un bouquin de Greg McKeown qui s'appelle Essentialism et il disait un truc qui m'a beaucoup marqué à un moment. Il m'a dit, si vous voulez commencer une habitude de journaling, commencez en écrivant moins que ce que vous voudriez, mais tous les jours. Donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai capté que, ok, l'important, c'est pas le nombre de mots ou de pages, c'est que je le fasse tous les jours. Même si c'est 2 phrases, c'est pas grave. Tous les matins, j'écris 2 pages. Et en fait, le moment où ça a tout changé, où vraiment cette habitude de journaling a pris tout son sens, c'est quand j'ai commencé à l'intégrer dans ma routine de review à la fin des semaines. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, je fais une review. Voilà, quels sont mes objectifs, ce que j'ai atteint, pas atteint, etc. Et au tout début de cette review, j'ai un moment où je relis toutes mes entrées de journal de la semaine, en fait. En les relisant, je vais souligner les éléments qui m'ont marqué. Parce que tu écris sur tout. Le matin, quand tu te lèves, tu peux écrire sur ta vision, tu peux écrire sur comment tu te sens. Le rêve que tu as eu. Le rêve que tu as eu, quelque chose que tu as envie de tester ou quoi. Et à la fin de la semaine, le fait de revenir sur ces entrées, ça permet vraiment de filtrer tout ce qui n'a plus de sens pour toi et de garder uniquement ce qui résonne. Et du coup, à la fin de la semaine, tu dresses un bilan de non seulement comment est-ce que tu t'es senti, où est-ce que tu as envie d'aller, comment tu as progressé par rapport à tes résultats. Ça te permet aussi de te rappeler qu'est-ce qui t'est arrivé de bien dans ta journée parce que généralement, le matin, je vais écrire ce qui m'est arrivé de bien la veille. Donc, ça te permet de développer aussi un carnet de gratitude. Je fais une espèce de bilan en fait de ma semaine qui me permet de mesurer grosso modo à quel niveau est-ce que je suis, comment est-ce que je me sens en tant qu'humain, est-ce que j'ai l'impression que je me développe et de repérer aussi des patterns. Tiens, mardi et mercredi, je me suis senti vraiment mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah tiens, j'ai remarqué que je me suis senti mal parce que si je relis mes entrées de journal, ça fait 4 jours que j'ai pas été au jiu-jitsu. Intéressant. Je vais voir si la semaine prochaine, ça se reproduit. Donc, c'est vraiment un outil qui te permet d'auditer et de mieux comprendre. On revient à ce qu'on a dit au tout début, mais ta biologie,
ta psychologie et les patterns que tu vois pas si tu prends pas le temps de les d'analyser, en fait. de les lister. Exactement. Donc, juste une dernière phrase pour résumer. Pour moi, le journaling, il a vraiment pris tout son sens à partir du moment où j'ai dédié un temps dans ma review à la fin de la semaine pour faire une relecture de ces entrées et en extraire les points les plus pertinents. Et depuis que j'ai fait ça, c'est difficile de dire concrètement, ça m'a permis d'atteindre ce résultat-là. Mais c'est devenu un outil tellement précieux et tellement cher parce que j'ai l'impression de vraiment mieux me connaître que même si je peux pas dire exactement ça m'a permis d'atteindre ce truc-là, je me sens juste tellement mieux dans ma vie depuis que je le fais, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose que je compte continuer et j'ai l'intention de créer, de beaucoup plus en parler parce que ça me paraît tellement essentiel. Ok, ouais, bah écoute, c'est super intéressant. Et je me posais 2 questions pendant que je t'écoutais. La première, c'est qu'est-ce qui t'a fait privilégier le full papier versus, par exemple, voilà, un template Notion que tu copies et voilà, pour chaque jour de la semaine, par exemple. Et aussi, la deuxième, j'ai oublié. Donc déjà, je te laisse répondre à la première. Très simple, toutes mes journées, je les démarre par au moins 1 heure à 1 heure et demie de ce que j'appelle une habitude de silence, c'est-à-dire loin des écrans. Donc, ce que je fais, c'est que, en fait, je vais m'asseoir dans un parc, je vais méditer pendant 10 minutes, je vais faire de la respiration, je vais lire en slovaque parce que c'est un des trucs que j'essaie de travailler en ce moment, et je journalise à l'écrit, en fait. Et la raison pour laquelle En je fais slovaque ça, aussi. non, pas en slovaque, en français pour le coup, pas en français. Plus tard. Donc, ouais, plus tard, effectivement. Mais juste pour rester loin des écrans, parce que j'ai remarqué que plus j'ai du temps en dehors des écrans dans mes journées aussi, plus j'arrive à rester au clair sur ce que je veux dans la vie, aligné sur ma vision, etc. Je suis très, très sensible aux écrans et à toutes les inputs d'informations qu'on a. Donc, c'est l'occasion idéale, en fait. J'ai fait d'une pierre deux coups en disant, OK, bah, je vais journaliser sur papier. Non seulement c'est un moment juste pour moi où je suis déconnecté des écrans, il n'y a pas de notification, il n'y a rien. Et en même temps, ça fait partie de mon habitude de silence, tu vois, où je démarre mes journées de manière paisible, quelque part. Ouais, je suis aligné avec toi sur les écrans et c'est quelque chose qui est assez dur pour moi aussi. C'est vrai que moi, je fais peut-être un peu plus le choix du un peu tout numérique. Tu vois, ma to-do, elle est sur Todoist. J'ai mon appli d'habitude sur mon écran de téléphone. Et ça, autant je vois des avantages pour la partie que tu disais qui a finalement pas mal changé avec le journaling, c'est le fait que tu analyses en fait ce que tu as écrit. C'est vrai qu'en termes d'analyse de données, entre guillemets, tes inputs, c'est plus facile. Tu peux rechercher un truc que tu as écrit, paf, tu écris le mot-clé dans la barre de recherche. Tu veux savoir les jours où tu t'es senti bien et pas bien. Comme tu as rajouté sur ton template Notion une petite case, je me sens bien, pas bien, très bien. Tu peux dire, OK, tu vois, ce truc-là est cool. Et le côté portable aussi. C'est vrai que tu oublies ton cahier, c'est dur de retrouver l'info. Mais à la fois, je prends conscience, même moi, parfois quand je le fais ou en écoutant les gens, que le fait d'avoir un objet pour une fonction, et j'ai l'impression que l'engagement est plus fort, quoi. Ouais. Alors, 2 choses par rapport à ce que tu dis. La review à la fin de la semaine, je dresse un bilan sur papier, mais ensuite je fais une rentrée dans Roam, dans mon système de prise de notes. Parce que je veux garder une trace de ça, effectivement. Sinon, ça aurait pas de sens. Comme ça, quand tu fais ta review de l'année, par exemple, tu as la review de chaque semaine et ensuite la review de chaque mois, etc. Ok, donc en fait, c'est pas au quotidien que tu introduis l'aspect techno, mais par contre, de manière hebdomadaire, donc pour un peu de recul, quoi. Exactement. Et par rapport à ta question, ou en tout cas ce que tu as soulevé entre l'objet et le cerveau, c'est absolument fascinant. J'ai passé 2 semaines à étudier ça. Ça fait un petit moment maintenant, donc je pourrais pas te ressortir les termes scientifiques, mais il y a des mecs qui ont fait des études là-dessus et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand tu interagis avec un objet, l'objet agit comme une espèce de décharge cognitive, c'est-à-dire qui te permet de... Comment expliquer ? Et en plus, j'ai écrit un article là-dessus, j'ai écrit une chier de post là-dessus, mais les avantages de l'analogique, peut-être qu'on pourra le mettre en lien ou quoi, mais il y a vraiment énormément d'avantages à travailler avec des objets physiques, en fait, comme un timer physique, comme faire des mind maps, tu vois, quand tu veux clarifier tes idées pour écrire un article, faire des mind maps et vraiment tracer à la main. Il y a tout un lien entre le cerveau et les outils qu'on utilise au quotidien. C'est pas anodin si tu as l'impression qu'en touchant un objet, il y a une autre sensation de travail. Ouais, carrément. Et il y a aussi un outil que tu utilises, tu parles d'un recueil d'idées dans une de tes vidéos, donc quand en gros il y a quelque chose qui est intéressant pour toi, une citation, etc. Tu disais à l'époque en tout cas que tu le mettais sur un doc Word en ajoutant, on va dire, un contexte que tu vivais par rapport à cet instant-là, par exemple, pour agrémenter tout ça. Je voulais savoir si tu utilisais encore ce recueil d'idées et si maintenant tu étais plutôt passé sur papier, si tu rentrais dans ton système de prise de notes. Alors du coup, je sais plus maintenant forcément ce que tu utilises, peut-être Notion, peut-être Obsidian, si tu m'as parlé de Elliot Meunier. Ouais, le recueil d'idées, c'est assez récent.
J'en parlais parce que, à nouveau, dans le bouquin de Practicing Mind, en fait, Thomas Sterner disait que, en soi, pour être épanoui, efficace, pour te sentir bien au quotidien, tous les concepts que tu as besoin de connaître, tu les as déjà croisés, en fait, sur ta route. C'est quoi? C'est apprécier le moment présent, faire une chose à la fois, tu vois, concept de productivité, focalise-toi sur le process. C'est des idées bêtes, en fait. Mais le problème, c'est que, exactement comme tout à l'heure, quand j'étais absolument incapable de te ressortir le terme du lien entre l'analogique et le cerveau, c'est que la vie nous les vole, en fait. Le cerveau, il n'est pas fait pour retenir de l'information, il est fait pour la reconnaître quand il la voit. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, instantanément, tu le reconnais, tu sais que tu l'as déjà vu. On est fait pour capter, en fait, pour reconnaître les choses. Et donc, Thomas Sterner dit... si vous remarquez qu'une idée vous fait du bien, je sais pas, tu lis Marc Aurèle, du stoïcisme, ou alors le moment présent, d'Eckhart Tolle, ou ce que tu veux, et que tu sens à un moment qu'elle a un impact profond sur toi, est-ce que ça vaut pas le coup, en fait, de se la noter et de régulièrement, à nouveau, via une habitude de silence tous les matins ou quoi, se les relire, en fait, pour se les réimprégner jusqu'à ce que ça devienne un réflexe mental de raisonner et dans ta journée de te dire, OK, dans le moment présent, une chose à la fois, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Donc, c'est à ça que sert le recueil d'idées, en fait. C'est vraiment créer une sorte de seau à idées qui ont un impact fort dans ma vie et que je veux me remémorer. Tu as des gens qui se font des tatouages là-dessus. C'est le principe derrière les mantras dans le dev perso. Sauf que j'ai l'impression qu'on ne l'explique pas comme ça. Tu vois, les mantras, on dit, ouais, dis cette affirmation et miraculeusement, il va t'arriver ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que tu te recharges cette idée pour la garder en tête au moment où tu vas agir dans ta journée. Donc, ce que tu disais dans la vidéo, c'est que finalement, les idées, enfin les grandes idées, on va dire, qui t'aident en général, elles sont relativement simples. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on les oublie. On les oublie. Si t'as pas des réactivateurs, t'es voué à refaire potentiellement les mêmes erreurs, quoi. Exactement. Super intéressant. Bah écoute, on arrive vers la fin. J'aurais les dernières questions à te poser. Avec tout ce que tu m'as dit, avec ton contexte actuel, qu'est-ce que c'est tes prochains objectifs là en ce moment? C'est marrant, c'est pour te dire, on parlait que ça bouge pas mal. Ils ont bougé là ces derniers jours parce que je me suis rendu compte que donc moi je suis freelance depuis 2 ans et demi, et c'est comme ça que je gagne ma vie du coup depuis 2 ans et demi. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça fait pas partie de ma vision à long terme. Le freelance, ça a été uniquement le véhicule qui m'a permis, si tu veux, de m'extraire du salariat. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie, mais c'est pas dans ma vision à long terme. Ma vision à long terme, c'est créer du contenu, faire du coaching et faire des formations sur tous les sujets qu'on a abordés là, notamment le journaling, l'organisation, vraiment comment fournir des outils fonctionnels pour les entrepreneurs, pas juste du blabla de dev perso. Quelque chose de pratique, quoi. Exactement. Exactement. Donc, à partir de ce constat-là, je suis en train d'envisager, et même la décision, elle est prise, de me remettre dans la situation dans laquelle j'étais à Lisbonne, c'est-à-dire de me retrouver même un job, que ce soit en agence ou dans une boîte, quelque chose de lié au marketing pour le coup, pas un truc qui me fera chier, qui me permettra tout simplement d'élargir mon panel de compétences aussi, d'apprendre des choses, d'avoir un revenu fixe, c'est-à-dire que quand tu bosses pour une boîte, t'as plus à prospecter, t'as plus à gérer tout ça c'est géré, et en parallèle, continuer à créer du contenu, donc écrit, vidéo, et développer ça en parallèle, tu vois. Donc ça, c'est mon objectif. Grosso modo, c'est contacter des boîtes et trouver un job. Montrer ton processus, ouais. C'est super intéressant parce qu'il y a un certain nombre de gens, tu vois, sur Internet qui vont plutôt te dire non, mais vas-y, entrepreneur à temps plein, sinon tu vas pas avancer, etc. C'est marrant que toi qui as expérimenté un peu toutes les phases, tu vois, là actuellement tu recherches ce truc-là, ça montre vraiment que en fonction de quitter ton tempérament, tes objectifs, il n'y a pas un cadre qui est mieux que l'autre. Ouais, complètement. Pendant trop longtemps, je me suis enfermé dans cette image que c'est ça que je devrais faire. Et trace ta route, c'est vraiment pas pour rien. C'est même un mantra pour moi-même. Tu vois, on parlait de ça, de cette idée de me rappeler quotidiennement. C'est ta route à toi. Et il n'y en a pas une qui est moins bien ou mieux ou quoi. Trace ta route. Il n'y a pas de chemin tracé. On veut te faire croire ça parce que c'est comme ça qu'on vend aussi. T'es salarié, tu veux devenir entrepreneur, achète cette formation pour passer de A à B. Mais non, en fait. Fais ce travail d'introspection pour savoir ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, établis un plan d'action et des habitudes pour y arriver, tout ce dont on a parlé dans ce podcast, et trace ta route. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais... Ouais, non, carrément. Ça, de toute façon, ça évolue tout au cours de la vie aussi. En plus, en constant mouvement, comme tu dis, donc c'est super important. Et du coup, si on se projette déjà dans ce contexte-là, où tu auras à la fois ton travail salarié et où tu progresses dans la création de contenu, de formation, etc., qu'est-ce que ce serait pour toi au choix la journée ou la semaine idéale?
Bah, je vais te dire les deux, c'est simple. Pour moi, elle est toujours la même en fait. C'est dans Ouais, une journée, j'ai besoin de sport, j'ai besoin de ouais. bosser et j'ai besoin de bosser sur mes projets. Et Mmh, à partir des pièces qu'on me donne, c'est-à-dire si je dois faire des horaires de nuit ou quoi, ce que j'espère pas, tu vois, mais je mmh, m'organiserai en fait autour de ces trucs-là. C'est vraiment des trucs simples, quoi. C'est me lever tôt le matin, bosser sur quelque mmh, chose qui a du sens pour moi, lire un peu, travailler, faire du sport. Et le week-end, voir des gens, voir la famille, très très simple. mmh. OK, OK. Ouais, de toute façon, au final, tu te rends compte que c'est aussi dans la simplicité parfois que on trouve les plus belles choses, quoi, Mhm. finalement, les meilleurs moments. Complètement. Bah, les 2 dernières questions que j'aurais, si là, tu devais donner un conseil, une méthode d'organisation à retenir dont peut-être on n'a même pas parlé là, en tout cas qui t'a vachement servi, laquelle ce serait? Une méthode d'organisation qui Ouais, m'a ou vachement un servi. conseil, ou un conseil. Le premier truc qui me vient en tête, c'est clarifie ta destination. C'est Mmh, quoi que tu veux obtenir. Et à partir de ça, clarifie l'habitude à faire tous les jours pour y arriver. Et satisfais-toi dans l'accomplissement de cette tâche. Je sors une vidéo, je l'ai tournée aujourd'hui, elle sort dans une semaine. mmh, Mais un truc qui m'a particulièrement aidé aussi par rapport à ça, c'est que pour aller encore plus loin que se fixer une habitude, par exemple, si tu te fixes l'habitude de prospecter 10 personnes par jour, mmh, il y a des jours, tu vas pas l'atteindre, ce truc-là. Et quelque chose qui peut aider dans ces moments-là, c'est au lieu de te fixer une habitude de tâche, c'est de se fixer une habitude de temps. C'est-à-dire, dis-toi, je vais passer 60 minutes à prospecter tous les jours. Et à mmh, partir du moment où tu fais ça, que tu as passé une heure, tout le monde peut trouver une heure, surtout si c'est ta priorité, sens-toi bien parce que tu sais que tu fais le taf. C'est mmh, très important. Donc, clarifie ta destination, clarifie l'action, passe 60 minutes par jour à la faire. mmh. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Bah, par exemple, pour le montage d'une vidéo, c'est ça, c'est que parfois tu as l'impression de dire: «Ouais, le montage, c'est bon, ça va me prendre tant de temps, facile». Et en fait, pas du tout. Tu connais, C'est ça. tu passes Du 3 coup, heures et demie sur le ouais, c'est machin. ça. Bah, surtout, j'ai pas non plus, 10 000 vidéos en actif, même si j'en ai fait à côté aussi, plus pour des trucs, perso ou d'autres projets. Mais dans ma tête, j'ai monté cette vidéo, voilà, au bout d'une semaine. Ah bah non, en fait, non, pas marché. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. je vois carrément. Et la toute dernière question. Alors, tu en avais parlé dans des épisodes de ton podcast, Entrepreneur Authentique, sur, les outils de productivité que tu utilises au quotidien, notamment tech. Tu avais parlé de Trello et de, Google Keep. Si tu devais conseiller 2, 3 outils qui te sont voilà, super utiles, que si tu devais choisir 3 outils parmi tous ceux que tu as et que tu pouvais les garder, ce serait quoi? Le bullet journal. J'utilisais aussi Todoist avant, j'utilisais Trello, j'utilisais Google Keep, etc. Mmh, J'ai tout switché sur papier. Le bullet journal, bon, à nouveau, je pourrais partir dans 10 000 tangentes sur pourquoi, etc. Mais mmh, ça, organisation papier en tout cas. Pour tout ce qui est prise de notes, j'utilise Rome Research. Mais c'est parce que c'est je un connais pas des. du tout. Tu connais pas? C'est Non. un outil de prise de notes avec du bidirectionnel. C'est un peu comme Logseq et Obsidian au final. Mmh, Mais j'utilise ça parce que quand ça commençait à devenir assez hype comme sujet, le fait de se créer un second cerveau, etc., je crois que c'était mmh, aux alentours de 2019, quelque chose comme ça. mmh, mmh. Moi, je me suis fait coacher par un des pionniers en France à avoir parlé de ça et je me suis mis sur ce logiciel-là. Et depuis, j'ai toute ma base de données, donc juste la flemme de switch. Ah, je suis d'accord. Euh, Surtout si ça marche, en fait. ouais, ouais, complètement. Et franchement, c'est les deux seuls trucs que j'utilise. Toute la productivité, à la fois les habitudes, les trackers, tout ça, c'est sur Mmh, papier, dans le bon vieux mmh, cahier d'école de sixième. OK. Et toutes les notes, tout ce qui est knowledge, notes de lecture, tout ça, c'est Roam. Et après Google Doc pour toute la partie rédaction et création. Ouais. Clair, clair et net. Bah écoute, cette interview touche à son terme. J'espère que tu as passé un moment. En tout cas, moi, c'était super cool de discuter avec toi. On a brassé quand même pas mal de sujets. Finalement, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de valeur dans cette vidéo pour les férus de l'organisation et de la productivité. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu produis du contenu en ce moment ou à terme? Comment tu Ouais. vis? Chaîne YouTube Egon Liberge, un podcast par semaine autour des sujets de dev perso, outils pour être productif, pour dev perso fonctionnel, j'aime bien l'appeler comme ça, faut que je réfléchisse à la Mmh. catégorie, mais un podcast par semaine. Et à terme, je lancerai des emails et ça, ce sera sur mon site egonliberge.com. Là, tout de suite, sur la chaîne YouTube. C'est là qu'on pourra m'en trouver, qu'il y aura toutes les news. Ouais.
Ok. Et du coup, là, à terme, tu veux trouver plutôt un job. Si potentiellement un recruteur ou quelqu'un intéressé peut-être par les services de freelance regarde ce podcast qui veut faire appel à toi, comment est-ce qu'il te contacte? Via ton site web directement? Via le site web, il y a un formulaire de contact sur LinkedIn aussi, sur Facebook. Voilà, je répondrai dans les 24 heures. J'essaie de checker mes mails, mais ouais, Multicanaux. ça pourrait être cool s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'un bras droit en marketing ou en copywriting ou en rédaction, avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Egon. C'était un plaisir de t'avoir. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour plus de contenu autour de la gestion du temps et de l'organisation. Merci à Salut! toi, c'était super agréable d'avoir cette conversation avec toi.